20 ans que l'hôpital de jour existe. Crise chronique, équipe démotivée. Dans une vieille école bien moche, bien grise, goudron. Muer le pire désert en terrain de jeu. Elle en a de bonnes, Frances Tostine. Comment on fait pour muer le pire désert en terrain de jeu? 5 pièces, 14 enfants, 20 ans que ça dure. Les grands explosent. Les carreaux volent. Les parents sont pas contents. Un bon coup de peinture avec la petite enveloppe? Et pour commencer, on déménage, on désorganise et on réorganise. Pour qu'un mouvement se produise, une désorganisation est tout d'abord nécessaire. Ensuite, une réorganisation peut se faire, non pas en fonction de la pente anthropique qui est souvent la nôtre, comment faire le moins d'efforts possible, mais en fonction de ce qui permettra à l'enfant de déposer ses indices dans un endroit qui deviendra productif par notre travail de psychisation interne. Pierre de Lion. D'abord, on va se reprendre un vieux fil rouge qu'on a déjà expérimenté ailleurs au CATTP depuis 7 ans. Et on va commencer à installer des pictos. Des pictos, c'est quoi des pictos? On y a pensé assez rapidement. Dès qu'on a eu l'idée de structurer le temps au CATTP, et donc de mettre en place un emploi du temps pour chaque enfant, rapidement est venue l'idée de représenter ces ateliers. On ne l'a pas fait très rapidement parce que c'est vrai qu'il a fallu même mûrir l'idée, se poser la question matérielle de comment on allait les représenter, sur quel support. Et puis bon, ça a demandé de longues discussions dans l'équipe. Donc on a dû le faire la deuxième année, je pense, à peu près, de l'ouverture du CATTP. Et on a commencé, pas par les pictos identitaires, mais par les pictos d'atelier. En fait, chaque responsable d'atelier, je crois, a représenté son propre atelier. L'atelier terre, ça c'est quand on est malade, ça c'est quand on est en vacances, ça c'est l'anniversaire, ça c'est l'atelier ordinateur, le repas, l'école, on a une petite salle pédagogique, on a une institutrice mise à disposition. Là c'est l'atelier d'histoire, l'atelier collage, l'atelier orthophonie, ça c'est la maîtresse qui a inventé un atelier course. Là il y a l'atelier musique de Daniel, là il y a l'atelier poney qui se fait à l'extérieur, l'atelier psychodrame et le packing et la pataugeoire. Il y a le moment de l'atelier bonjour, donc du pictogramme, de l'utilisation du pictogramme, de la mise en place des pictogrammes, et c'est le moment où tout le monde se retrouve. 3 soleils, Jérémie. Bonjour Jérémie. Et ensuite, le deuxième moment, donc après, par rapport au défilement de la journée, les adultes avec les enfants avec lesquels ils travaillent prennent leur pictogramme, partent en atelier, reviennent, chacun ne revient pas en même temps. Les adultes qui prennent en charge l'enfant par la suite ne le prennent pas en même temps que tel collègue va prendre tel autre enfant. Donc ce ne sont pas des moments où tout le monde est rassemblé. Et donc il y a ce moment d'atelier bonjour et donc de l'atelier au revoir, où là on se réunit tous de nouveau pour dire au revoir aux enfants, pour retourner les pictogrammes. Bon, mais revenons à notre goudron alors. Oui, on y revient. On a essayé les pictos d'abord avec un adolescent explosant, puis deux. J'ai mis en place un système de photos, pictos, parce que c'était pas où il y avait les différents ateliers de la semaine. Et le matin, donc on allait dans la pièce, je lui présentais le calendrier. C'était une sorte d'emploi du temps, où il y avait les jours de la semaine, et tous les jours il y avait des activités qu'il devait faire. Et donc c'était des photos pictos que je glissais, et je lui montrais, je lui parlais, puisque bon, je lui disais, bon Kevin, aujourd'hui, tu vois, tu as poney. Et alors, les premiers temps, il retournait le picto. Je pense que c'est ça, il a retourné. Il disait non, pas poney. Et il me retournait le picto, et il sortait. Et puis petit à petit, et après, bon, ça a duré quelques temps, et ensuite il les regardait, et après il est revenu au poney. Pendant ce temps, quelques-uns étaient partis voir ailleurs. Début juillet, on a commencé en se disant qu'on se donnait ce espèce de mois de juillet où il y a moins d'enfants pour se mettre en route, pour un petit peu aller un essai quoi,
en réajustant régulièrement ce qui n'allait pas, en se mettant d'accord au sein de l'équipe aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes perspectives, on n'a pas tous les mêmes façons de travailler. Donc c'est vrai que ce mois de juillet était un peu l'occasion de mettre en place et de se mettre d'accord aussi entre nous. C'est tout, voilà, qu'on aille tous dans la même direction. Alors un jour on s'est réunis, on s'est fait un petit peu un mode d'emploi de notre atelier Bonjour. Hein. Alors là on s'est inspiré largement d'un groupe de travail de La Rochelle. Hein. Donc voilà, on se met autour de la table, chacun dit bonjour à son tour en montrant son picto. Et en le posant au milieu dans le cercle. Voilà. Ceux qui n'ont pas le langage, on l'accompagne d'un geste. Les enfants ont créé leur picto, alors on a fait des pictos épurés, c'est-à-dire c'est des pictos signes graphiques. Voilà. C'est juste un signe graphique qui est reproductible par d'autres enfants. C'est-à-dire si un enfant fait son dessin de son picto, un autre enfant doit pouvoir le reproduire. Et ça n'a pas de sens, hein, comme les lettres A, B, C, D, enfin c'est comme... C'est pas un dessin, ça représente... C'est pas un dessin, ça ne représente pas quelque chose, ouais. Voilà. Alors maintenant, si on fait un peu le point sur 3 semaines de mise en place de cet atelier, cette ébauche d'atelier finalement, bon, on peut dire que certains enfants le réclament, qu'ils ont déjà très vite repéré si jamais l'adulte se trompe de sens ou si un enfant intervient tout à son tour, il est tout à fait capable de dire non, 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 enfin de remettre les choses en place. Donc là on se dit que ça nous confirme dans notre démarche de toute façon. Dans le côté répétitif mais nécessaire de cet atelier, même si ça peut être redondant, répétitif ou voire parfois monotone, c'est vrai, on se rend compte que c'est nécessaire. C'est ce qui aide à se structurer, à être contenu. Moi, je suis convaincue que ça peut apporter énormément de choses aux enfants, que c'est une bonne base de travail. Et après, je crois que l'essentiel aussi, c'est que l'équipe se l'approprie à sa façon. On s'est aperçu que ça pouvait s'exporter. Et quelquefois, c'est l'enfant lui-même qui exporte. En fait, nous à la maison, on avait déjà essayé de travailler avec les pictos, mais ça n'avait jamais vraiment pris. Hein. Ça avait toujours été difficile. Et puis, c'est rentré en même temps qu'il arrive à dessiner facilement, qu'il découpe, il fait tout ça. Et ça, vous dites que c'est le bois, moi j'aurais dit. Non, c'est les couverts. Ça. Ah oui. Non, c'est les couverts, c'est une assiette avec une fourchette, couteau et cuillère. Ouais. Ah, c'est la cassette ou vidéo. Ah oui, peut-être. Non, ça s'appelle Noël plutôt. Moi, je trouve que ça ressemble à notre pictocon parce que c'est un pictocon. Parce que pour l'instant, le dessin, ça lui sert que pour s'exprimer. C'est comme quand il prend son ardoise ou pour nous faire la télécommande, la télévision avec tel chiffre au milieu. Ou, pour quand il a besoin de quelque chose ou quand nous, on ne comprend pas ce qu'il veut, de toute façon, il nous fait toujours des dessins. Ouais. À partir du moment où on ne saisit pas ce qu'il veut, il nous fait un dessin. Et bon, il martèle bien avec le dessin dessus, en nous faisant comprendre qu'il faut que nous, on comprenne le dessin et qu'après, on aura compris ce que lui veut. Ouais. Donc, de toute façon, Pierre-Antoine ne fonctionne au niveau de communication pour nous, pour la comprendre, que par le langage ou par le geste. Enfin, par le dessin, je veux dire, ou par le geste. Le geste, il en fait beaucoup des gestes? Oui, avec le doigt, pour nous montrer. Ça peut être aussi les parents qui exportent, avant même qu'on ait de la place pour accueillir leur enfant quelquefois. Alors, le picto, j'avais trouvé que c'était une bonne idée avec sa TTP parce que Madame Vaillant nous les avait montrés. Et bon, j'ai des amis qui ont un petit enfant autiste également qui m'avaient dit qu'ils utilisaient pas mal les pictos. Donc on a essayé, notamment pour la propreté, c'est le premier que j'ai testé. Et c'est le premier qui a été efficace, en fait. Ça a mis un certain temps, mais pour un résultat plus que probant, on va dire. Sur des petites voitures, des trucs qui n'intéressent pas, il est vachement plus sensible, j'ai remarqué à l'image, même qu'au son. Ouais. Moi, de toute façon, je vais essayer tout ce qui peut être bon pour lui. Ça a prouvé qu'il y a eu des résultats. Après, c'est à nous d'affiner la méthode en quelque sorte. J'essaie de lui montrer, celui-là quand il pleure. Ouais. Et bizarrement, celui-là il fait rire. Je fais des petites phrases. Il faut pas être triste et il faut pas pleurer. Par exemple, je sais pas. Tu vas dormir, faut écouter papa, tu vas dormir,
après tu seras content. Voilà, j'essaie de lui montrer comme ça, quoi. La première chose, c'est qu'il pointe du doigt. Il pointe du doigt et il essaye de le dire. Donc il comprend tout à fait ce que ça veut dire. Bon là il va dire boire. Boire, la piscine, ou voilà, il comprend la symbolique, quoi, on va dire. Et donc toujours pour celui-là, on est arrivé vraiment à communiquer, quoi, on va dire, puisque c'est exactement là où on voulait en venir. Ouais. Et ça peut être possible grâce au picto, quoi. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il les demande, les pictos? Non, pas de lui-même. Pas de lui-même. Non, il faut quand même lui... il fera pas de lui-même la démarche pour prendre un picto et faire savoir ce qu'il veut, quoi. C'est pas une démarche naturelle. Parce que ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place alors? Oh, les pictos, ça fait... ceux-là, là? Ouais, enfin, les pictos d'une manière générale. Mais, grosso modo, ça, ceux-là, c'est les plus vieux. Ouais. C'est assez récent, quoi. Hein. Ça fait peut-être, je vais dire, un peu plus d'un mois. Ça donne une certaine force de voir que ça marche comme ça. En fait, l'image, ça permet de voir, mais le picto, je pense qu'il permet d'expliquer et de il y a un saut symbolique entre l'image et le picto, c'est plus élaboré. Ça s'exprime, voilà, et en plus, voilà, donc en fait les deux sont... Je pense qu'on doit pouvoir utiliser un peu les deux. Ah, c'est sûr. Même ce qui est intéressant, c'est de passer de l'un à l'autre, en fait. Alors ça, c'est les visiteurs. Les visiteurs, famille, papy, voilà, c'est la famille. Voilà, tous les gens qui viennent, pour l'instant, on essaye de sélectionner au fur et à mesure, d'utiliser le lapin. Voilà, donc on essaie de lui présenter le but en blanc, de lui montrer vraiment, il a refusé. Et puis là, bon, on a dit comme la grand-mère maternelle. C'est ma mère qui l'a fait. Touche régulièrement ici. Cette grand-mère-là, oui. On a dit que c'était à mamie, et là, il a accepté de l'autre. Et en fait, on va se servir des pictos essentiellement sur ces problèmes-là, la maladie, les problèmes de nourriture, toutes ces angoisses pour extérieur. C'est ça en fait. L'image ça ne le sécurise pas pareil. On va essayer d'en faire un. Parce qu'en fait, bon, pleurer, il est bien. Ah oui, pleurer. Alors oui, alors après, on joue beaucoup sur le fait de pleurer. Non, ne pleure pas. Ce n'est pas grave. Tu ne peux pas mettre tes nouvelles chaussures. Ça, c'est Kevin. Ce n'est pas grave. Oui, il me console. Ouais. Et même, il y a des acharnés qui ont voulu exporter ça à l'école. Les pictogrammes ont été en fin de compte mis en place afin d'aider Kevin à prendre des repères dans la classe et à comprendre quelles activités allaient lui être proposées, les changements de lieu et puis les règles de vie aussi. Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté comme effet à partir du moment où vous avez instauré le système de picto? Alors, peu à peu, il savait mieux où il allait, quelle activité allait lui être proposée. Par exemple, si c'était un moment de motricité, de jeu d'eau, de chant de comptine, et quelles étaient les demandes de l'adulte. Par exemple, au chant comptine, il fallait rester assis le temps demandé par l'adulte et ne pas agresser les autres, ne pas les toucher, rester à l'écoute. Donc, les pictos semblaient l'aider à accepter ses règles de vie, ne pas lancer les objets, ne pas taper. Et il y avait peut-être plus d'échanges à partir du moment où on a mis en place ce système, plus de regards au moment de la présentation des pictos. Il prenait la main de l'adulte et se laissait conduire à l'endroit où se déroulait l'activité. Et peu à peu, il prenait le picto dans ses mains et acceptait de laisser l'objet avec lequel il se tapotait et le garder le temps de l'activité. Donc c'était quand même une amélioration. Il y avait quelques pictos dans la classe, mais bon, on l'a pris systématiquement pour Kevin. On l'a mis en place et après, peu à peu, je l'ai intégré dans le travail de classe, je l'ai utilisé pour l'ensemble de la classe. On a réalisé un panneau où il y avait tous les ateliers de la classe qui figuraient, représentés par un picto. Et après l'accueil, le matin, j'annonçais les différents ateliers qui allaient se dérouler dans la matinée avec les objectifs, les nouveaux matériels. Et au moment de la répartition des ateliers, chaque enfant avait un picto dans les mains et se dirigeait, comme Kevin, dans les ateliers de proposer. Donc ça a aidé un petit peu pour ce moment de vie collective avec des 2 ans qui
qui est un peu rude et qui, bon, il n'utilise pas encore aussi le langage forcément. Et il utilisait aussi les petits pour communiquer avec Kevin, c'est-à-dire quand il devenait agressif ou qu'il lançait des objets, il leur tendait les pictos interdits de lancer, interdits de taper. Il utilisait comme un écran pour communiquer avec lui. Et même, il y a des obstinés qui ont voulu exporter ça au pays des adultes. Très franchement, j'étais assez réticente au départ parce que j'avais l'image des pictogrammes utilisés pour les enfants. On accueille des adultes et qui n'ont forcément pas les mêmes comportements que les enfants, ni les mêmes possibilités a priori d'évolution que des enfants. Et que donc on ne doit pas leur appliquer forcément les mêmes outils, les mêmes méthodes, etc. Donc c'est vrai que j'étais, la première fois que Céline en a parlé, j'étais franchement pas opposante, mais je me suis dit, les pictos avec des adultes, surtout le type d'adulte qu'on a, parce qu'on a quand même plusieurs adultes qui, donc comme on disait tout à l'heure, sont schizophrènes, donc ont eu une vie qu'on qualifie normale jusqu'à un certain âge, ont pour certains fait des études, et même moi je trouvais que c'était quand même un petit peu infantilisant justement de leur proposer de retomber dans un système de pictogrammes avec des dessins, des symboles, etc. Mais finalement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc au quotidien, je trouve que c'est une bonne chose pour l'établissement. Oui, ça permet de nous de savoir exactement quand on arrive, tel groupe, on a tel groupe avec nous, et ce qu'on fait exactement avec tel résident, alors qu'avant, c'est vrai qu'on arrivait, on ne savait pas quel résident on avait, les résidents ne savaient pas ce qu'ils faisaient, alors que maintenant, c'est vraiment bien structuré, quoi. Je pense que maintenant, l'équipe, on a tous bien adhéré. Je pense qu'on va, de toute façon, on va continuer, là, peut-être en essayant d'améliorer les pictos, par exemple. Je pense qu'il faut aller le plus possible vers une simplification du pictogramme, parce qu'au départ, on avait conçu des pictogrammes en fonction de notre façon de ce qui pourrait nous parler le plus à nous. Mais on s'est aperçu que pour des autistes, si on leur présente des pictogrammes très morcelés ou avec des images très complexes, ça n'allait pas forcément leur parler. Donc il a fallu qu'on revienne peut-être, on a commencé à travailler sur des pictos plus simplifiés et je pense qu'il faudra continuer à le faire. Après il y a l'idée éventuellement de l'utiliser, d'utiliser le pictogramme en dehors du cadre de l'atelier Bonjour. C'était en complément pour certaines personnes. C'est ce que je crois que tu veux faire, Aurélie. Oui, donc déjà on a bien vu qu'avec Pamela, l'atelier Bonjour a quand même bien fonctionné, vu que maintenant quand elle veut aller voir sa famille d'accueil, elle va chercher le picto de sa famille d'accueil et nous la montre. Donc on comprend un petit peu mieux déjà ce qu'elle veut nous dire. Donc oui, le principe, ça serait de faire dans sa chambre, de lui faire un tableau pour elle, où la journée serait vraiment structurée du lever au coucher. Avec des pictos d'émotion. Avec, voilà. Avec des pictos émotions qui seraient mis soit dans un classeur ou soit avec le papier dont tu me parlais, comme comme on a là-bas. Donc pour qu'elle nous dise si elle a mal, si elle sent mal, si elle va bien, si elle est contente, tout ça. Mais alors si ça marche, comment ça marche ? Comment ça marche pour les équipes ? C'est un jeu oui, aussi. C'est un côté ludique. C'est vrai que c'est un côté ludique parce que bon, tous les adultes réunis autour de la table, tout le monde a son picto, on le place au milieu, bon, on le reprend, après pour lui raconter son histoire et c'est un côté ludique. Tu disais, il y a 3 genres de pictos en fait. Il y a les pictos d'information, pour les emplois du temps, oui, voilà. les ateliers, etc., les lieux où on va. Il y a les pictos d'affect. Donc ça c'est très différent de ce que fait La Rochelle, ils le font pas ça. Non, ils le font pas, ils l'ont pas dit. Nous on le fait, on l'a beaucoup développé, en fait c'est des dessins de pictos d'affect. Mais bon, ça se retrouve quand même dans le titre, ça se retrouve quand même dans les pictos que les parents trouvent sur internet, les pictos d'affect. Et puis, tu disais aussi, il y a les pictos groupaux. Voilà. Les pictos qui entretiennent justement la groupalité. Ce qu'on fait quand on fait des ateliers Bonjour par exemple. Ouais. Et le fait que tout le monde se prenne la tête pour, par exemple, se trouver un picto individuel, donc jouer le jeu.
D'ailleurs, il n'y a pas que les déjà, enfants. le fait de se faire un picto identitaire, c'est déjà un pas pour se situer dans un groupe. Ouais. Et puis sortir de l'arbitraire individuel pour rentrer dans une espèce de loi commune. Voilà. Et par exemple, comme à l'atelier Bonjour, là, on parle de notre journée ou ce qu'on a fait la veille, tout ça. C'est déjà, en parlant de ce qu'on fait, déjà, on se situe dans un groupe et ça permet de s'exprimer, de se connaître. Ouais. Ce qui pourrait être stéréotypisant, mais bon, qui n'est pas, c'est le trajet des pictos qui est toujours le même, le fait de faire les emplois du temps. Mais bon, non, pour nous, c'est pas des stéréotypes, au contraire, puisque c'est quand même une aide pour les enfants pour se structurer. Et après, oui, ça nous permet de rester créatifs dans chaque atelier, parce que dans tous les ateliers, on crée des pictos. Alors, soit des pictos qui vont servir une fois, parce que pour un moment, il y a besoin de dédramatiser une situation, mais des pictos qui peuvent sortir de l'atelier pour être utilisés ailleurs. Tu as un exemple par rapport à ça? Oui, je pense à un enfant où on a créé un picto pour lui à l'atelier packing, parce que c'est un enfant qui montre actuellement une grande volonté de vouloir faire les choses tout seul, de vouloir nous montrer qu'il a envie d'être grand et qu'il veut se séparer de nous. Alors sa façon de le montrer souvent, c'est soit de nous dire de nous taire ou de nous taper. Donc on a créé un picto en atelier packing pour représenter ça et qu'on a après utilisé, je pense par exemple à l'atelier bonnet. Et ce picto, on l'a fait véhiculer aussi chez lui, puisqu'on l'a mis dans le cahier pour que ses parents puissent aussi l'utiliser. On essaye, quand il y a des pictos comme ça qui sont propres à un enfant, de faire que le picto circule dans tous les lieux, notamment à la maison, mais aussi à l'école, pourquoi pas. Dire que c'est un packing institutionnel. Et pour l'enfant, ça marche comment? Ah bah là, on est allé chercher du côté des hypothèses psychanalytiques. Geneviève Hague. La prédisposition autistique fait que il y a dès ce moment-là une intolérance à l'effet de surprise, à l'effet de justement discontinu, c'est-à-dire que le semness de Kanner est déjà vécu in utero en quelque sorte. Parce que un des premiers signes que trouvent les personnes qui font du dépistage très précoce, moi, je croyais que c'était le trouble du regard, et il paraît que c'est souvent un trouble de l'écoute. Il n'y a pas d'orientation vers la voix humaine, notamment, mais par contre vers des petits bruits de grincement, de grattement, etc. Comme s'il y avait déjà une sorte de surdité psychique à la voix humaine, de fermeture à la voix humaine. C'est voilà une des hypothèses que nous avons actuellement sur l'histoire du sonore à partir de notre expérience psychanalytique. Tiens, ça rappelle quelque chose. Le Monde, mardi 24 août 2004. Le cerveau livre ses secrets sur l'autisme. Ouf! Nous, ça nous a donné depuis longtemps le désir de chercher de ce côté-là. Emploi du temps, picto, trajet de picto, Jacques Constant, Didier Lambert. Innover dans la répétition, objectiver les relations pour les subjectiver, moins parler pour faire naître le langage, ne rien changer pour obtenir des modifications, conditionner pour déconditionner, voir le monde par les yeux des enfants autistes et les amener à accepter de fonctionner tout de même dans le nôtre, mais y bof. Pourquoi pas en s'appuyant sur la pensée autiste elle-même, sur la force de ses ritualisations et de ses stéréotypies, en donnant la priorité au prévisible de l'espace et du temps, aux visuels, aux images, penser en images, comme dit Temple Grandin qui a réussi à trouver ses propres modes de sortie du cercle autistique. Enfin, il a fallu se lancer parce que dessiner, c'est pas facile et souvent c'est quoi, je dessine mal, je n'oserais jamais représenter. Je crois qu'on s'est vraiment lâché par rapport à ça. Et il y a des situations qui sont parfois un peu difficiles avec des enfants, les mots ne leur parlent pas, n'ont pas de sens. Quand il s'agit de dédramatiser une situation pour eux, et la représenter, la dessiner, souvent calme, les apaise et les calme. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un exemple? Je pense à un enfant, par exemple, qui est là le mardi toute la journée, alors qu'habituellement il est là que les demi-journées. Et pour lui, l'heure du départ des autres enfants est un moment vraiment très difficile, est un moment très angoissant, parce que lui aussi a envie de partir et de retrouver sa maman. Et de représenter le déroulement de la journée qui lui reste à vivre ici,
et ben, je pense lui fait comprendre ce qu'il lui reste à vivre dans sa journée au CATTP, que sa maman, oui, va la retrouver, mais il va la retrouver après avoir mangé, après avoir fait la sieste, après avoir fait l'atelier ordinateur. Et je crois que vraiment il le comprend, mais à travers le dessin, alors que nos mots ne lui suffisaient pas. C'est pas... j'ai du mal à l'utiliser sur un fait bien précis. Par exemple, quand il va crier, lui présenter le... J'ai plus tendance déjà à le prendre, à le réconforter qu'à lui montrer le picto. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est là où j'ai encore du mal à bien les utiliser à mon avis, quoi. Ça me donne des idées, mais après je la reconstruis l'image, je la refais en fonction de notre vécu. D'un côté, un très grand, alors pour Kevin, on va faire un très grand comme ça. Pareil, un fâché, pas content, avec un poing qui casse. Donc soit il faudrait faire un tout petit qui soit sur la même image et qui a peur, mais alors là pour le faire qui a peur, c'est pas évident, il est trop petit. Mais disons on pourrait exprimer la peur avec les trucs là, qui grelottent, voilà. Un petit bonhomme qui grelotte. Voilà, un petit bonhomme qui grelotte, voilà. Ouais, le faire. Sinon, pour un autre enfant, je faisais le très grand qui casse tout avec plein de muscles. Parce que Kevin, il frissonne beaucoup. Ouais. Moi, je trouve. Alors, chaque contact physique qui n'est pas agréable, il frissonne. Et donc ça, je lui fais beaucoup remarquer. Donc je pense que le petit bonhomme qui grelotte, il comprend. Ça va marcher. Oui. Le petit bonhomme qui grelotte comme ça, puis le très grand. Parce que, en plus, comme une fois on en avait discuté ensemble, et qu'on avait dit qu'on avait l'impression qu'il avait les deux. Oui. En lui-même. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit-là, il voudrait faire plein de choses. Il sait très bien dessiner, très bien chanter, etc. Et celui-là lui interdit. Oui, oui. Donc celui-là, non pas. Ça nous a fait penser, à partir des théorisations de Claude Goldstein, que le picto, la trace, le signe, le symbole, aiderait autant les soignants que les enfants à investir quelque chose de plus fort que la destructivité psychotique. Le trait fondamental de toutes les formes de symbolisation est l'identification. Ernst Jones. Un bain de quoi ? Quête de symboles, sauts symboliques, codes, signes analogiques, objets pour penser et jouer avec, arbitraire, fonction tierce, boucle de retour, prothèse de rassemblement, lutte contre la surdité psychique, lutte contre le défaisage passif des liens, un bain de beaucoup de choses, quoi, enfin d'écriture même peut-être. Mais attention, ça peut toujours se restéréotypiser. Se restéréotypiser ? Ça peut se remettre à tourner en rond. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a décidé de s'aventurer au cœur du monstre. Ne pas céder sur l'impossible, cette frontière de l'être où s'esquisse l'impossible, ce défi qui existe au cœur de toute situation et qui est source du désir. Miguel Benassayag. Au cœur de la défense autistique. Au cœur du défaisage passif des liens, on a décidé d'essayer d'avoir accès à la stéréotypie elle-même. La stéréotypie individuelle, arme de l'arsenal autistique. L'axe est vécu